Voilà, c'est à peu près bon. C'est bon, merci. Donc je vais commencer par un peu de pub. L'exposé s'appelle Premier principe des langages de programmation, et en fait c'est le premier chapitre d'un livre qui s'appelle Les principes des langages de programmation, qui est ici, que vous pouvez trouver sur Amazon, sur Fnac.com, tout un tas d'endroits, et qui est un cours que j'ai écrit alors pour des élèves qui sont un peu plus vieux que les vôtres, mais qui ne sont pas forcément beaucoup plus avancés en informatique, puisque quel que soit l'endroit où on enseigne l'informatique, on a des débutants. Alors c'est pas un livre qui s'adresse à des débutants complets, puisque à l'école polytechnique on a 500 élèves qui arrivent, et le premier jour on met la barre à 250, et il y en a 250 qui passent la barre et 250 qui passent pas la barre. Ceux qui passent pas la barre on les appelle les débutants, et ceux qui passent la barre on les appelle les initiés. Et c'est un cours qui s'adresse aux initiés. Et puis Frank Nielsen a fait un livre similaire pour les débutants complets. L'ensemble du cours est à cette adresse. Donc il suffit de savoir que le cours s'appelle INF 321. Sur cette page, vous trouvez d'une part le poly en ligne, mais d'une manière fatigante à télécharger. Vous êtes obligé de télécharger page par page. Si vous ne voulez pas faire ça, bien vous cliquez sur un autre lien et vous arrivez directement sur Amazon. Vous trouvez également toutes les vidéos des cours. Donc c'est des vidéos qui sont, vous pouvez regarder le cours, vous ne pouvez pas poser de questions, mais vous pouvez voir la vidéo. Puis vous trouvez tout un tas de feuilles d'exercices, etc., qui sont sans doute moins intéressantes pour vous, même si vous pouvez toujours y piocher des idées d'exercices. Les exercices sont beaucoup plus difficiles que le cours. C'est un principe pédagogique, on essaie de faire un cours facile, que tout le monde comprend, et puis après on essaye de donner des objectifs ambitieux aux élèves. Bien, en général, quand on présente l'informatique, on peut dire qu'il y a 4 concepts qui sont centraux en informatique. Il y a le concept d'algorithme, qui est le plus vieux des concepts de l'informatique, qui est un concept qui est antérieur à l'informatique, puisqu'on connaît les algorithmes depuis 4500 ans. Et essentiellement, on a inventé, non pas les ordinateurs, mais l'écriture, pour pouvoir effectuer des algorithmes. Donc vous savez qu'on ne peut pas tenir un livre de comptes par oral. On peut transmettre de la littérature par oral, mais on ne peut pas tenir des comptes par oral. On ne peut pas transmettre ses comptes à son commissaire aux comptes par oral. On ne peut pas consulter les comptes de l'année précédente juste avec la mémoire. Et donc les comptes sont ce qui les opérations, disons les 4 opérations, c'est ce qui a motivé l'invention de l'écriture. Et dans les livres de comptes, il y a tout un tas d'algorithmes, alors bien sûr des additions, des soustractions, et également des multiplications, mais également des calculs de taux d'intérêt composés, des calculs d'héritage, qui demandent des résolutions d'équations du second degré. Donc il y a des algorithmes très complexes, qui sont très anciens, qui ont 4500 ans, donc bien avant le début de l'informatique. Le deuxième concept, c'est le concept de langage. Et ça, c'est un peu la nouveauté, c'est-à-dire il y a des algorithmes depuis 4500 ans, mais il n'y a pas de programme depuis 4500 ans, il y a que des programmes depuis 60 ans, 70 ans, et un programme, c'est un algorithme qui est exprimé dans un certain langage. Alors il y a le concept d'information, et comme vous avez entendu Gérard Berry ce matin, je pense qu'il a dû vous convaincre de l'importance du concept d'information, donc je ne vais pas revenir dessus, mais ce qui est important, c'est que en informatique, disons, contrairement aux algorithmes mathématiques qui manipulent des nombres, donc des notions déjà abstraites, on a en informatique des algorithmes qui manipulent des images, qui manipulent des sons, et donc il s'agit d'abord de capturer cette notion d'image ou cette notion de son comme étant une information, c'est-à-dire, disons, une suite de 0 et de 1. Et donc la manière dont on code les images, dont on code le son, la manière dont on les compresse, la manière dont on les transmet, tout ça, que ce soit des images ou du son, ça se compresse, ça se scripte, ça se chiffre, pardon, ça se transmet de la même manière. Et donc ça veut dire qu'il y a une notion abstraite qui est la notion d'information, qui est abstraite, qui est à la fois une image, un son, un nombre, etc. Et puis bien sûr, si on a écrit des algorithmes dans des langages pour manipuler des informations, c'est parce qu'on avait des machines. Tant qu'on n'a pas de machine, on n'a pas besoin de langage formel pour exprimer les algorithmes. On peut exprimer les algorithmes en grec, en mésopotamien, en acadien, en sumérien, et en égyptien. Et c'est seulement quand on a des machines qu'on est obligé d'utiliser un langage que la machine comprend et que nous comprenons. Et ça s'appelle un langage formel. C'est un langage qui est compréhensible à la fois par un être humain et par une machine. Alors parmi les langages, il y a des langages de programmation. Donc tous les langages ne sont pas des langages de programmation. Il y a des langages de requête qui permettent par exemple de faire une requête dans une base de données. Il y a des langages qui permettent de faire des pages web, etc. Tout ça, c'est pas nécessairement des langages de programmation. Mais parmi ces langages et les langages de programmation, et la notion de langage de programmation est un peu au confluent des 4 notions, puisque les langages de programmation sont des langages. Bon, ça, ils permettent d'écrire des algorithmes qui manipulent des informations
de manière à être exécuté par des machines. Donc, bon, c'est un point de vue un petit peu partisan, mais je considère la notion de langage de programmation comme la clé de voûte de l'informatique, puisque les 4 comment ça s'appelle, arceaux, là, qui se rejoignent à la clé de voûte, qui est la notion de langage de programmation. Quand on enseigne l'informatique à un niveau élémentaire, et comme je l'ai dit, on l'enseigne quasiment tout le temps à un niveau élémentaire, c'est important d'essayer de veiller à un équilibre entre ces 4 notions. Alors ces 4 notions, si vous êtes prof de maths, vous n'avez sans doute aucun problème avec la notion d'algorithme. Si vous êtes prof de physique, prof de sciences industrielles, prof de techno, vous n'avez aucun problème avec la notion de machine. Alors si vous êtes prof, mais ça c'est plus rare au lycée, de linguistique, vous n'avez aucun problème avec la notion de langage. Et tout le monde a des problèmes avec la notion d'information. Et donc c'est important de ne pas... disons, malheureusement, quand on confie l'enseignement d'informatique aux profs de maths, bon, il y a 90% d'algorithmique et puis 10% pour le reste. Quand on confie l'enseignement d'informatique aux profs de techno, c'est vraiment la machine qui prend le pas sur les 3 autres notions. Et donc c'est important d'essayer, dans la mesure du possible, de veiller à un équilibre. Bien sûr, quand on arrive au niveau doctorat, par exemple, on peut faire un doctorat en théorie de l'information. Donc à ce moment-là, il y a plus cet équilibre n'est plus nécessaire. Mais au niveau des débutants, qui sont, disons, tous les étudiants qu'on a, c'est important d'essayer de veiller à cet équilibre. Alors, apprendre un langage de programmation, c'est un moyen de toucher à ces différentes notions, et c'est aussi un moyen de devenir autonome. Donc, Gérard Berry insiste beaucoup sur la différence qu'il y a entre utiliser un outil, puis c'est une espèce de boîte noire, on ne sait pas comment ça marche, et puis comprendre comment est-ce que l'outil a été conçu, et c'est ça qui permet de devenir autonome. Et donc, écrire un programme, c'est le moment où on fait soi-même quelque chose. On n'est pas en train de regarder, de contempler un travail qui a été fait par d'autres. Et donc ça, c'est une chose qui est importante, on le comprend bien dans toutes les autres disciplines. On sait bien, par exemple, qu'en mathématiques, il faut faire des exercices, il ne suffit pas d'apprendre des théorèmes. Et donc faire des exercices en informatique, c'est souvent écrire un programme, et pour écrire un programme, il faut savoir, il faut comprendre un petit peu un langage de programmation. Alors il y a les détracteurs de l'enseignement des langages de programmation, et leur argument est que la notion de langage de programmation est une notion difficile à enseigner. Et alors, c'est pas tout à fait faux, enfin, il y a quelques difficultés. Et voici quelques difficultés qui sont soulevées. D'abord, il y a une grande diversité des langages de programmation. Et ça amène à des querelles de chapelle qui sont tout le temps extrêmement pénibles, avec des gens extrêmement bavards vous n'arrivez pas, même ils vous suivent dans le bus pour vous expliquer qu'il faut absolument enseigner dans tel langage ou dans tel langage. Et donc, quand je suis arrivé à l'école polytechnique il y a quelques années, il y avait une espèce de bataille rangée. Là, le matin, quand on arrivait, il fallait passer entre les 2 lignes où il y avait 2 camps ou 3 camps qui se tiraient des obus pour savoir quel... Et donc, j'ai proposé la paix à tout le monde en disant le langage qu'on utilise n'a rigoureusement aucune importance. Donc, c'est un point de vue stratégique. Hein, c'est aussi le but est de dire n'importe quoi de manière à obtenir la paix, mais pas uniquement. Pas uniquement, c'est également vrai que le langage n'a aucune importance. Alors il y a un autre argument qui est que les langages ont une grande volatilité, c'est-à-dire aujourd'hui il y a un langage à la mode, mais il y a 20 ans c'était un autre langage qui était à la mode. Et donc à quoi ça sert d'apprendre à conduire une 207 en sachant que le temps qu'on ait terminé de passer le permis, les 207 auront disparu du marché, il y aura des 208. Mais bien sûr, la 208, ça se conduit un peu comme les 207. Peut-être que l'allume-cigare n'est pas exactement au même endroit, mais en gros, le volant, les 3 pédales, le changement de vitesse, ça va être à peu près la même chose. Et donc, le code de la route va être le même. Donc, en gros, quand on a appris à programmer dans un langage, si on a bien appris à programmer dans ce langage, on doit être capable de passer, exactement comme quand on a passé le permis, on est capable de passer d'une voiture à l'autre. Alors, je suis une exception à ça, puisque moi, j'ai appris à conduire une Jeep, et alors une Jeep, la première est là, et la seconde est là. Donc, mais bon, c'est pas grave. De temps en temps, je passe la seconde avant la première, mais sur les voitures modernes, ça pose pas trop de problème. Autre chose, apprendre un langage de programmation, c'est apprendre 1 milliard de détails insignifiants. Par exemple, est-ce qu'il faut écrire 2 points égal ou égal, est-ce qu'il faut terminer par un point-virgule, etc. On s'en fout complètement, c'est pas du savoir qu'on veut transmettre à nos enfants. C'est plus important de leur apprendre les droits de l'homme, etc. Bon, et on va voir, bon, c'est un argument qui est utilisé. Il y a une confusion entre comprendre comment marche un langage de programmation et savoir écrire un programme. Savoir écrire un programme, c'est un savoir-faire, c'est un savoir technique, c'est important de l'apprendre, mais c'est distinct de comprendre les constructions du langage de programmation. C'est des connaissances qui sont difficiles à conceptualiser.
souvent on dit la machine elle fait ci, la machine elle fait ça, la machine elle ajoute, la machine... Bon, on a un petit peu de mal à trouver un langage, en plus un langage qui soit stylé, un langage qui soit agréable à entendre, qui décrit ce qui se passe quand on exécute un programme. Et puis, il y a une autre question, c'est jusqu'à quel degré de détail descendre. Donc, Gérard disait ça tout à l'heure. Si vous regardez au niveau du transistor, bon ben, ou au niveau du champ électrique, finalement, un ordinateur, c'est jamais qu'un endroit où il y a un champ électrique qui se propage et il est horriblement complexe. Et donc, si vous essayez de décrire ça en termes d'équation de Maxwell, ben, vous n'avez pas le bon degré d'abstraction sur la manière dont votre programme se comporte. Voilà, donc tout ça, c'est les bonnes raisons pour ne pas enseigner les langages de programmation, donc on peut arrêter l'exposé là si vous voulez. Cependant, il faut comprendre qu'aucun de ces arguments n'est réellement porteur, ne porte réellement. Pourquoi? D'abord, les langages de programmation sont organisés autour d'un petit nombre de fonctionnalités, autour d'un petit nombre de constructions qui sont là, l'affectation, la séquence, le test, la boucle, la fonction, la récursivité, la notion d'enregistrement, la notion de cellule, la notion de module, la notion d'objet. Bon, il y en a peut-être 10, mais il y en a pas 1000. Ensuite, ces fonctionnalités, elles sont présentes dans de nombreux langages. Si vous avez compris ce qu'est une boucle, si vous avez compris ce qu'est un test, c'est exactement comme quand vous avez compris ce qu'est le volant sur une voiture, bah, vous passez sur un autre langage et vous retrouvez la boucle, vous retrouvez le test. Si vous ne retrouvez pas les concepts, c'est que vous n'avez pas vu les concepts d'une manière suffisamment abstraite. Vous dites, ah bah oui, c'est bizarre, dans l'autre langage, il y avait un point-virgule, là il n'y en a pas, donc ça ne doit pas être la même chose. Non, c'est que vous regardez, vous n'avez pas le bon degré d'abstraction sur le langage. Ces concepts sont relativement stables. Je veux dire, les langages qu'on avait il y a 20 ans, il y avait des boucles. Les langages qu'on a aujourd'hui, il y a des boucles. Il y a 20 ans, il n'y avait pas d'objets. Aujourd'hui, il y en a. Cependant, tous les autres, à part les objets, ici, étaient déjà dans les langages il y a 20 ans. Donc, c'est pas un langage, c'est pas un domaine qui évolue aussi vite que ça, à tel point qu'on peut dire il évolue tellement vite qu'il ne faut pas l'enseigner. Il évolue, bien entendu, mais il évolue d'abord à la marge, c'est-à-dire c'est des concepts complexes qui sont rajoutés et qui n'interfèrent pas tellement avec la manière dont on enseigne ça au début. Et puis, il y a toute une partie qui est stable et qui sera sans doute là pour encore de nombreuses années. Et enfin, c'est ce que je vais essayer de vous convaincre dans cet exposé, on peut décrire simplement ce que fait un langage de programmation à condition qu'on ait les outils adéquats, les outils conceptuels, pas les instruments, pas les outils qui ont une masse et une extension dans l'espace. Alors, j'ai organisé mon exposé en deux parties. Et la première partie, je vais essayer de vous parler de ce qu'on peut expliquer aux élèves. Alors, je ne vais pas vous dire ce qu'on peut expliquer aux élèves dans le langage dans lequel on peut expliquer aux élèves. Ça, c'est votre travail de transposer ça dans un langage qui soit compréhensible par vos élèves. Mais disons, les notions que je vais aborder dans la première partie, je pense qu'elles peuvent être tout à fait transmises au lycée. Je vais juste, dans la deuxième partie, dans la seconde partie, revenir sur deux points dont je vais vous parler pour se faire plaisir ensemble. Et donc je pense qu'il n'est pas, ça serait pas une bonne idée, par exemple, de les communiquer en seconde. Je pense que, en revanche, en première, je pense que ça serait tout à fait possible d'arriver à ces notions. Alors, commençons par le noyau impératif d'un langage, et qui est que dans de nombreux langages, il y a 4 instructions, 4 constructions qu'on retrouve dans beaucoup de langages. Et on peut s'amuser à dire, je ne vais utiliser d'un langage que cette partie. Donc, de la même manière qu'un langage est contraint par une syntaxe, vous devez vous exprimer dans la syntaxe, vous pouvez très bien décider de définir un sous-langage qui a lui-même sa propre syntaxe et décider de ne pas en sortir même si c'est possible. Et quand on enseigne la programmation, c'est toujours un bon exercice. Par exemple, j'ai exclu de mon cours une abréviation qui, je trouve, ne sert à rien à un niveau pédagogique donné, et donc je m'oblige moi-même à ne pas l'utiliser, alors que quand je programme, je l'utilise. Mais comme j'ai décidé de ne pas l'enseigner, je reste à l'intérieur de ce monde clos. Et on a un petit monde clos qui est composé de l'affectation, la séquence, le test et la boucle. Et alors, si vous regardez dans le livre qui est là, j'en ai mis 5, j'ai mis la déclaration aussi, donc je vous parlerai un tout petit peu de la déclaration, et je pense qu'on peut simplifier ça au niveau lycée et parler de la déclaration, ou bien de manière anecdotique, ou bien complètement de l'évacuer. Donc là, c'est peut-être le seul point où, en fonction du langage qu'on utilise, il y a des langages avec déclaration, des langages sans déclaration, ça peut faire une petite différence. Donc cet ensemble, c'est le noyau impératif de ces langages. Chacune de ces constructions peut se décrire simplement, et quand on la décrit, il y a deux choses à décrire. Quand on décrit une de ces constructions, il y a deux choses à décrire. Il y a ce qu'on appelle la syntaxe, c'est-à-dire la manière dont le programme s'écrit, et la sémantique, c'est-à-dire ce qui se passe quand on exécute le programme. Donc ces mots syntaxe, sémantique, ils ont
en philosophie, des sens très très généraux. Mais ici, il faut bien comprendre que sémantique, ça ne veut pas dire signification, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Ça veut juste dire qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans le temps. Et vous voyez que la syntaxe, c'est un espace, une dimension du programme qui va de la première ligne à la dernière ligne. On lit le programme dans l'ordre où il est écrit. Et la sémantique, c'est un autre axe qui est l'axe temporel, qui est qu'est-ce qui se passe quand on exécute le programme. Dans un livre comme Madame Bovary, en général, sauf précisément si vous êtes prof de français, vous lisez d'abord la première ligne, puis la deuxième ligne, puis la troisième ligne, vous arrivez à la fin et vous avez fini le livre. Et le temps pour lire le livre est à peu près linéaire en nombre de pages. Il est proportionnel au nombre de pages. Une fois que vous connaissez votre vitesse de lecture, vous multipliez par le nombre de pages et vous avez le temps. Mais il y a des livres beaucoup plus intéressants que Madame Bovary, qui s'appellent Le livre dont vous êtes le héros, et dont vous pouvez aller, on vous dit, à la page 27, sauter à la page 24, etc. Et donc, vous voyez qu'il y a deux axes dans la lecture. Il y a l'axe du livre, de la première page et la dernière page, qui existe, et puis il y a l'axe du parcours du livre, et donc l'un, c'est l'axe syntaxique, et l'autre, c'est l'axe sémantique. Donc, il faut prendre chacune de ces quatre instructions et essayer de décrire d'abord sa syntaxe et puis sa sémantique. Alors, décrire la syntaxe, il y a deux manières de le faire, et il y a une question importante et une question qui n'est pas du tout importante, qui est la question accidentelle. La question importante, c'est quand on prend une instruction, c'est de se demander de quoi elle est composée, cette instruction. Et ensuite, il y a la deuxième question qui est comment est-ce que ça s'écrit dans le langage particulier qu'on utilise, et donc ça, c'est la question accidentelle. Donc, prenons les quatre exemples qu'on avait tout à l'heure. L'affectation. L'affectation, ça va s'écrire en fonction des langages, x égale t, x de point égale t, x égale t point virgule, etc. Il y a certainement d'autres langages où il y a d'autres syntaxes, peu importe, mais vous voyez qu'à chaque fois, l'affectation, une instruction qui est une affectation, est toujours composée d'une variable et d'une expression. Donc ça, en revanche, c'est quelque chose d'extrêmement stable, c'est quelque chose qui ne dépend pas du langage. Une affectation, c'est toujours une variable et une expression. De la même manière, une séquence, des fois ça s'écrit P, point virgule Q, des fois ça s'écrit juste P suivi de Q sans mettre un point virgule entre les deux, peu importe. Ce qui est important, c'est qu'ici P et Q sont deux instructions elles-mêmes. Excusez-moi. C'est-à-dire deux affectations, par exemple, où elles-mêmes peuvent être des séquences, et donc ici une séquence est constituée de deux instructions. Le test est toujours composé d'une expression T et de deux instructions P et Q. Et ça, encore une fois, ça peut s'écrire if T, P, else Q, if T, then P, else Q. Il se peut qu'on mette des parenthèses autour du T ou pas. Ça, c'est pas important. Et on retrouve toujours les mêmes ingrédients, une expression et deux instructions. Et la boucle. Et donc ici, je vais me limiter à la boucle while, dont il y a d'autres types de boucles, mais qui sont des cas particuliers de ça. Ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant de les regarder, c'est-à-dire qu'il ne faut pas passer du temps là-dessus avec vos élèves. Mais dans cet exposé, pour faire rapide, je vais pas trop entrer dans les détails. Dans mon cours, par exemple, je traite ces questions en exercice. Et s'il y a toujours une expression et une instruction. While t p, while t do p, enfin les syntaxes varient. Alors attention à ne pas confondre. J'ai utilisé deux mots. Et ici, donc c'est exactement comme dans toutes les sciences, c'est important de comprendre les mots qui ont une signification. Quand on fait un cours de physique, par exemple, il ne faut pas utiliser le mot masse pour dire n'importe quoi. Le mot masse, ça sert à désigner la masse. En revanche, on peut toujours utiliser... Le mot ressort, ça désigne un certain truc spécial. En revanche, on continue à utiliser les autres mots de la langue naturelle. Je raconte une échelle. Bon, bah, on peut dire une échelle ou un escabeau, c'est pas très grave, c'est la même chose. En revanche, quand on parle de la masse, il faut dire la masse et pas le poids, quoi. Donc c'est important de comprendre les mots qui ont une signification, des mots qui sont juste utilisés comme d'habitude. Et ici, il y a deux mots qui sont importants, c'est le mot instruction et le mot expression. Et donc une différence, un exemple qui va vous expliquer la différence, c'est x plus 3, par exemple, c'est une expression. Et y égale x plus 3, c'est une instruction, qui en l'occurrence est une affectation. Et ça regroupe un petit peu l'opposition qu'on a dans les langues naturelles entre un groupe nominal et puis une phrase. Donc, sauf que la phrase est à l'impératif, mais vous voyez que x plus 3, ben, ça ne peut pas être vrai ou être faux. On ne peut pas faire x plus 3. En revanche, on peut faire y égale x plus 3. Et à l'intérieur de la phrase, il y a des groupes nominaux qui arrivent, qui représentent des objets. Donc, en gros, une expression, ça représente un objet, une valeur. Et d'ailleurs, quand on calcule une expression, on obtient une valeur. Et une instruction, ça ne se calcule pas, ça s'exécute. Et quand on l'exécute, eh bien, on fait quelque chose. Alors, comment maintenant décrire la sémantique? Donc, vous avez vu que la syntaxe, il n'y a pas grand-chose à dire. Sinon que chaque instruction se décompose en des choses qui sont souvent des instructions. Dans le cas de la séquence, il y a deux instructions. Dans le cas du test, il y a deux instructions. Dans le cas de la boucle, il y a une instruction.
Et puis, parfois des expressions, dans le cas de la séquence, il n'y en a pas, dans le cas du test, il y en a, dans le cas de la boucle, il y en a une. Et puis, dans le cas de l'affectation, il y en a une, et il y a aussi une variable. Et les variables sont des expressions particulières qui sont juste formées d'une variable. Maintenant, comment passer à la sémantique? Comment décrire la sémantique? Et ce qui est important de comprendre, c'est que ce que fait un programme, c'est une chose, tous les programmes font la même chose, au moins tous les programmes de ce noyau impératif, ils transforment un état. C'est-à-dire, ils s'exécutent dans un certain état, et ils fabriquent un autre état. Et décrire ce que fait le programme, c'est décrire comment on fabrique l'état final à partir de l'état initial. Et donc ça, c'est une notion qui, si vous avez un peu enseigné ou appris la physique, qui est une notion assez traditionnelle en physique, en chimie. On a l'état au début, puis on met une allumette, ça fait boum, et à la fin on a un autre état, il y a d'autres molécules, l'état est différent. Donc qu'est-ce que c'est qu'un état? Et comprendre ce qu'est un état est tout aussi important que de comprendre les instructions elles-mêmes. Un état, c'est quelque chose qui associe à chaque variable une valeur. Donc par exemple, ici la variable W, je lui associe la valeur 1, la variable X, je lui associe la valeur 3, la valeur Y, je lui associe la valeur 5, et la variable Z, je lui associe la valeur 2. Attention, ici, il y a un troisième mot, valeur, qui est différent d'instruction, bien entendu, mais qui est aussi différent d'expression. X plus 3, c'est une expression. 3, c'est une valeur. Une valeur, c'est un entier, éventuellement un entier ou un booléen, mais ça ne peut pas être une expression qui contient encore des variables. 3 plus 7, c'est pas non plus une expression. Il y a encore un truc à calculer. 10, une valeur, merci. 10, c'est une valeur. Donc, à côté des notions d'instruction et d'expression, il y a une nouvelle notion qui s'introduit, qui est la notion de valeur. Alors, l'importance de cette notion d'état a fait qu'on a pas mal réfléchi à la manière de faire comprendre aux étudiants et aux élèves que c'est important. Et donc, ça m'a demandé de passer des week-ends à peindre des boîtes comme ça, d'abord à trouver des boîtes de chaussures. Et donc là, je vous en ai juste apporté 2, mais j'en ai plein chez moi, enfin dans mon bureau. Et puis, après, je suis allé dans une boutique de boucherie, et j'ai acheté des étiquettes de boucher. Et vous pouvez mettre l'étiquette de boucher sur la boîte, comme ça. Et puis, dans la boîte, vous pouvez mettre des valeurs. Et donc, voici un état dans lequel la variable x est associée à la valeur 1 et la valeur y est associée à la valeur 3. Alors, c'est cette représentation que j'utilise avec mes élèves, donc même des élèves de 22 ans arrivent à, bon, bien sûr ils trouvent ça ridicule, mais arrivent à se concentrer sur ce genre de choses. Ça a une longue histoire, puisque j'avais fait des animations il y a de nombreuses années dans des centres aérés et dans des colonies de vacances où on proposait des activités scientifiques, donc envoyer des fusées, etc. Et à l'époque, on avait voulu enseigner, transmettre des connaissances, c'était pas de l'enseignement en informatique, en faisant jouer des petites pièces de théâtre, des petites scénettes aux enfants. Et alors, c'était avec des 13-15. Avec les 13-15, ça marche. Après, quand j'ai essayé la même chose avec des 15-18, ils m'ont dit non, on ne veut pas faire le bouffon, courir et dire on va mettre une valeur dans la boîte, etc. Merci pour nous. Donc c'est quelque chose qui marche avec des pré-ados, mais qui marche plus avec des ados. Donc ça il faut le comprendre. Les ados ont une susceptibilité, il ne faut pas leur faire des trucs trop ridicules. En revanche, si vous faites des trucs ridicules, ils peuvent trouver ça rigolo. Je vais vous donner un exemple d'ailleurs. C'est une notion qui a l'air simple comme ça, mais qui peut beaucoup se complexifier. Et en particulier, on peut avoir des boîtes rouges quand on introduit la notion d'enregistrement. Et on peut avoir des liens entre les boîtes qui sont des cordelettes, qui représentent la notion de pointeur, qui vient avec les enregistrements dans les langages de programmation. Et juste à la fin, je vais vous redonner un exemple là-dessus, sur le passage d'arguments. En fait, on avait inventé ça dans les centres aérés pour expliquer le passage d'arguments. Et donc là, vous allez voir à la fois qu'il ne faut pas avoir peur d'être un peu ridicule. Je ne sais juste plus le mettre en plein écran. View full screen, merci. Oui, donc c'est assez compliqué. Là, tous les rouges, c'est des boîtes qui sont dans le tas, qui sont allouées.
Et les bleus, c'est ce que vous avez là, c'est les mêmes. Donc vous voyez, là j'essaye d'expliquer que quand on concatène deux chaînes de caractères, des fois on les recopie, des fois on les recopie pas. Et voilà. Voilà, bon, donc enseigner parfois, là il y a le 3 qui va tomber, là. Voilà, hop. Bon, donc parfois physiquement, il faut s'investir. Voilà, bon. Oui, c'est ça, c'est sous Windows. Bien, l'important là-dedans, il y a deux choses. D'abord, c'est important que les élèves comprennent que la notion importante, c'est la notion d'état, et que la sémantique des langages, elle s'explique avec cette notion d'état. L'autre chose, c'était, quand je vous ai dit, j'avais essayé d'utiliser ce genre de technique dans des centres aérés, dans des colonies de vacances. L'autre chose, et qui est toujours vrai, c'est que quand vous enseignez de la géométrie, par exemple, ou du dessin industriel, eh bien, vous parlez aux deux hémisphères de votre cerveau, puisque vous avez des formules, des propositions, des symboles, mais vous avez aussi des dessins. Et donc, vous savez que la moitié du cerveau sert juste à comprendre des images. Et un des problèmes quand on enseigne l'informatique, c'est souvent qu'on sollicite uniquement l'hémisphère, je ne sais jamais, gauche, où il n'y a que des symboles. Et en revanche, l'hémisphère droit, il dort, ou il pense à autre chose. Et donc, c'est important, au-delà de cette question d'état, d'essayer de comprendre ce qu'on peut montrer à voir. Et pas uniquement de montrer des symboles, de donner des formules, des explications et de parler, mais également d'avoir quelque chose de visuel pour que les élèves s'en souviennent. Et en particulier, dans les élèves qui ont appris une langue alphabétique, comme c'est la plupart d'entre nous, sauf si vous avez d'abord appris le mandarin, ont un cerveau droit très très libre. On peut beaucoup solliciter leur cerveau droit, parce que contrairement aux Chinois et aux Japonais qui ont stocké tous les idéogrammes, ils ont le même cerveau, mais nous on a juste tout ça qui est libre. Et donc bien souvent, et c'est aussi un peu la limite de cette méthode pédagogique, bien souvent je rencontre des élèves 5 ans après, et ils me disent « Ah oui, je me souviens de votre cours avec les boîtes bleues et les boîtes rouges ». Alors, je me dis, c'est bon, j'ai réussi à leur visser quelque chose dans le cerveau qui sort pas. Et bon, c'est un peu ça le but quand on enseigne. Mais alors après, je leur dis, oui, mais alors rappelez-moi à quoi servaient les boîtes rouges et les boîtes bleues. Ah, je me souviens pas, je me souviens juste que c'était très drôle. Bon, donc c'est pas complètement évident que les solliciter et les faire rire leur permet de retenir les choses. Bon, enfin, au moins, ça va dans ce sens-là. Et donc, il y a plein de sketchs qu'on peut faire. J'essaye par exemple de leur expliquer qu'on peut trouver l'élément médian d'un tableau. Si vous avez un tableau qui fait 1000 cases, vous pouvez trouver la 500e case en un temps constant ou vaguement logarithmique. Et en revanche, si vous avez une liste, vous allez trouver le 500e élément, ça prend un temps qui est proportionnel à 500. Il faut énumérer les éléments de la liste. Et donc ça, j'essaye de leur expliquer que c'est exactement la même chose que quand vous avez un volumène. Alors un volumène, c'est un livre comme la Torah des Juifs ou les manuscrits de la mer morte, qui est un rouleau. Et à ce moment-là, si vous voulez aller au milieu de la Torah, il faut tourner le rouleau pendant un temps qui est proportionnel à la longueur du rouleau que vous tournez. Alors que quand vous avez un codex, c'est-à-dire la Bible des chrétiens, vous pouvez, un livre avec des pages, vous pouvez l'ouvrir au milieu comme ça. Et donc, vous accédez en temps réel. Alors, il ne suffit pas de leur expliquer ça, il faut venir avec le livre, il faut l'ouvrir devant eux. Du coup, j'ai fait réimprimer les manuscrits de la mer morte pour leur faire la démonstration que ça prend du temps, etc. Et ça, c'est la même idée, qui est qu'il faut arriver à frapper leur imagination visuelle. Sinon, si on ne fait que parler, on les saoule. Et ça, c'est une des difficultés d'enseigner quelque chose de relativement abstrait comme l'informatique. Il faut arriver à... Alors, bien sûr, c'est pas vrai si on fait de l'algorithmique géométrique. Quand on fait de l'algorithmique géométrique, il y a plein de dessins sur l'écran, c'est formidable. Mais il y a beaucoup de dimensions de l'informatique où il faut vraiment chercher, où il faut vraiment mouiller sa chemise pour trouver des choses à montrer. Mais bon, si on fait l'effort, c'est possible. Bien, je reviens à cette notion d'état. Une expression comme x plus 3 n'a une valeur que dans un certain état. Et donc, ça n'a pas de sens de dire aujourd'hui la valeur x plus 3, l'expression x plus 3 a la valeur 8, demain elle aura la valeur 12, et souvent, c'est quelque chose qu'on fait entre nous, quand on parle rapidement, on dit à ce moment-là, la valeur a, l'expression a telle valeur, mais c'est quelque chose qui est difficile à comprendre pour des élèves. Et on leur a expliqué que sinus de pi, ça vaut 0, oui, c'est ça. Et la valeur de sinus de pi, comme la valeur de pi d'ailleurs, ne change pas avec le temps. Donc cette idée qu'il y a des expressions qui ont une valeur qui change avec le temps, c'est une idée un peu contre-intuitive. En revanche, on peut très bien leur dire que
la fonction qui a une expression associe une valeur, ce n'est pas une fonction d'un argument, ce n'est pas une fonction qui prend en argument juste une expression et qui donne une valeur, mais qu'elle prend deux choses en argument, et que la première chose, c'est une expression, et que la deuxième chose, c'est un état. Ici, c'est l'état où x est égal à 5. Il faut aussi écrire les états. On peut les dessiner, mais on peut aussi les écrire. Et disons, c'est important aussi d'être capable, comme il est important d'être capable de dessiner, il est aussi important d'être capable d'écrire. Souvent, on décrit les choses oralement, mais c'est important également de pouvoir les écrire comme des expressions algébriques, par exemple. C'est une question compliquée de savoir si les expressions algébriques, c'est des images ou si c'est du texte. Alors, c'est pas du texte au sens où ça se lit pas, comme Madame Bovary. C'est pas non plus complètement des images, au sens où c'est quand même relativement discret, quoi. Il y a des symboles dedans. Donc, ça peut être dimension 1,5. Ça peut être de dimension 1,5, voilà. Bien, une question qui est difficile et que les élèves posent tout le temps, donc il y en a un qui est encore venu me la poser lundi dernier à propos des objets, c'est quand vous donnez une description comme ça, il y a une question qui va venir, c'est est-ce que ça se passe réellement comme ça à l'intérieur de la machine? Donc est-ce que c'est ce que je suis en train de vous raconter, c'est une fiction qui est commode pour comprendre ce que va faire le programme à la fin, ou est-ce que je suis en train de décrire ce qui se passe réellement dans la machine? Et la réponse à cette question a un peu changé avec le temps. On peut dire que les machines qui y a 30 ans ou il y a 40 ans, où il y avait vraiment une unité arithmétique et logique et une mémoire et quasiment rien d'autre, on pouvait vraiment dire que ça c'était des cases de la mémoire physique, c'est-à-dire chaque boîte bleue, c'était 2 transistors ou 3 transistors qui formaient une mémoire physique. Mais c'est de plus en plus faux. Et de plus en plus, vous croyez que votre valeur Y, votre valeur 3, elle est dans la boîte Y. En fait, elle est complètement ailleurs. Mais le jour où vous allez demander, hop, il va se passer un tour de passe-passe, on va aller la récupérer parce qu'on l'a stockée dans un endroit où il y avait de la place pour la stocker. On s'est dit, peut-être qu'il ne va pas la demander, c'est peut-être pas la peine de l'avoir ici. Mais puisque vous la demandez, finalement, on va changer, on va aller la récupérer. Et hop, au moment où on demande la valeur de Y, c'est 3. Mais il a pu se passer 1 milliard de choses, elle a pu être mise dans le cache, supprimer du cache, etc. On a pu aller la chercher à l'autre bout de la Terre à travers un réseau. Donc cette idée que là on est en train de décrire ce qui se passe physiquement dans la machine, c'est de plus en plus faux. Et donc, il est parfois nécessaire de mentir aux élèves et de leur dire c'est comme ça que ça se passe dans la machine. En particulier au début, parce que c'est quelque chose de rassurant pour eux. En revanche, petit à petit, ils vont commencer à comprendre que ça a l'air un peu trop simple, que quand on ouvre la machine, on voit pas les boîtes bleues, même au microscope, et que peut-être vous êtes en train de leur raconter une fiction commode. Et c'est là que c'est important de leur dire, attention, on n'est pas en train de parler de la machine, c'est pas le jour où on parle de la machine, c'est le jour où on parle du langage. Et précisément parce qu'on est d'accord sur une sémantique du langage, une fois qu'on est d'accord sur cette sémantique, vous pouvez donner cette sémantique comme spécification aux gens qui fabriquent les machines, et libre à eux d'utiliser toutes les astuces qu'ils veulent, pour fabriquer des machines qui ont une architecture complètement délirante, du moment que tout se passe comme si l'architecture, c'était celle qui était décrite avec les boîtes bleues. Et ça, c'est une idée qui est relativement propre à l'informatique. C'est-à-dire, en physique, par exemple, vous allez faire des approximations, bon, vous allez dire, ok, le ressort, il est linéaire, je sais pas quoi, en fait, il ne l'est pas vraiment, mais vous n'allez pas remplacer une réalité physique par une autre, en disant, de toute façon, c'est pas très grave, l'important, c'est le comportement observationnel. Ça, c'est vraiment une idée qui est propre à l'informatique et qui est difficile à faire passer. Et je crois qu'il est nécessaire de mentir au début. Moi, je mens souvent au début à mes élèves en leur faisant croire que c'est comme ça à l'intérieur des machines. Et puis, il y a bien un moment où je leur dis, bon, maintenant, vous êtes des grandes personnes, donc je peux vous dire la vérité, le Père Noël n'existe pas. Mais tout se passe comme si le Père Noël existait. Le matin, il y a les cadeaux au pied du sapin. Je pense qu'il faut dire explicitement que, contrairement à ce que j'en crois, le Pentium, ce n'est pas une machine, c'est un langage. La définition du Pentium, et ça, je ne sais pas si tout le monde le sait, le Pentium, c'est le langage machine, ce n'est pas du tout la machine. La machine a changé, change tout le temps, le langage ne change jamais. Des programmes écrits en 1980 fonctionnent toujours pareil, alors que la machine a totalement changé. Chez Intel, quand on dit Pentium, on ne dit pas le mot Pentium, on dit IA32, c'est le nom du langage. Et ça, c'est très très important. Alors, maintenant qu'on a cette notion d'état, et qu'on a compris qu'on ne peut parler de la valeur d'une expression que dans un état, comment est-ce qu'on peut décrire la signification d'une instruction? Et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une instruction P
eh bien, ce qu'elle a comme rôle, c'est de transformer un état S dans un état S'. Donc, elle transforme un état en un autre état. Et quand on a compris la relation qui est entre S et S', on a tout compris de l'instruction P, enfin presque tout. Donc, une manière de faire ça, et donc ça, c'est là par exemple où je vous dis, ça c'est la manière dont moi je vous l'explique, et puis après, cette explication peut bien sûr se transposer, c'est de dire qu'il y a une fonction qui s'appelle sigma, qui est la fonction sémantique, qui prend en argument une instruction, un état, et qui fabrique un autre état. Et que décrire cette fonction sigma, c'est décrire la sémantique du langage de programmation. Donc la sémantique du langage de programmation, c'est une fonction du produit cartésien des instructions et des états dans les états. Donc bien sûr, cette notion, fonction, produit cartésien, blablabla, etc., c'est quelque chose un langage qu'on peut utiliser entre nous. Peut-être qu'en terminale, c'est tout à fait le lieu pour dire les choses comme ça. Peut-être qu'en seconde, il faut peut-être juste dire simplement, eh bien, quand on exécute P dans S, on obtient S'. Donc ça, c'est. Mais disons, l'idée qu'il y a derrière est quand même celle-ci. Après, il faut trouver les mots pour. Et chaque niveau demande des mots différents, mais parfois chaque élève demande des mots différents. Donc on va passer en revue les 4 instructions qu'on a vues, en commençant par l'affectation, qui semble être l'instruction la plus compliquée de ce point de vue-là, puisqu'on a besoin d'une opération sur les états, que je vais vous montrer en live, qui consiste à faire ça. Vous prenez un état, vous prenez une valeur, et vous enlevez une valeur dans une boîte, et vous mettez une autre valeur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle mettre à jour un état. Cette valeur, elle est complètement perdue, elle est complètement disparue, et ça va se noter comme ça. S, c'est un état où j'ai mis à jour X en lui donnant la valeur V. Alors ici, il y a une toute petite question qui va se poser, c'est que ce qui se passe si j'ai cet état-là, et que j'essaye de mettre à jour la valeur Y, la boîte Y, la variable Y. Vous voyez, il y a deux possibilités. Ou bien vous dites, c'est pas possible, il n'y a pas de boîte Y, donc on ne met pas à jour. Ou bien vous dites, puisqu'on la met à jour, on va inventer la boîte Y. Et c'est, en fait, la première idée qui est la bonne. C'est là où on souffre un tout petit peu de ne pas avoir, dans cette partie du langage, la déclaration. Et la déclaration, c'est quoi? C'est l'opération qui consiste à prendre un état qui se trouve comme ça, et à rajouter une boîte, éventuellement avec une valeur par défaut ou une valeur initiale. Et il y a des langages de programmation dans lesquels cette opération est relativement explicite. Vous dites, à partir de maintenant, je crée une nouvelle boîte, et la voilà. Et puis, il y a des langages de programmation où les boîtes sont là de toute éternité. Et elles contiennent toutes 0. Et donc, on peut faire rentrer une nouvelle boîte dans le programme juste en la mettant à jour. Et donc, par exemple, un langage comme BASIC, bon, je ne fais pas du prosélytisme pour BASIC, ça reste, je pense, le langage dans lequel j'ai écrit le plus de lignes dans ma vie, mais pas récemment. En BASIC, un truc qui était super, c'est qu'il n'y avait pas de déclaration, et toutes les boîtes étaient tout le temps là, de toute éternité. En revanche, dans les langages modernes, comme Java, comme Pascal, enfin, Pascal pas très moderne, mais enfin, déjà Pascal, il faut déclarer les variables sont là ou sont pas là, et dans ce cas-là, on ne peut pas mettre à jour une variable qui n'est pas là. Bon, le modèle basique, si vous passez un peu rapidement sur la notion de déclaration, c'est peut-être pas le but pédagogique en seconde d'expliquer vraiment la notion de déclaration, c'est une bonne idée. Donc vous dites toutes les boîtes sont là, et puis bon, dans ce cas-là, vous n'expliquez pas un certain type d'erreur qui est la boîte n'est pas là. Avec des élèves un peu plus avancés en première, ou je sais pas, ou ça dépend, avec des élèves vraiment motivés, vous pouvez leur expliquer un peu plus l'idée que l'environnement est une fonction finie et qu'il y a deux opérations, une qui est de mettre à jour et l'autre qui est de rajouter une boîte, et que c'est pas la même chose, et que pour rajouter une boîte, il y a une construction dans les langages qui s'appelle la déclaration. Bien, une fois qu'on a compris cette notion de mise à jour, eh bien, c'est pas difficile d'expliquer ce qu'est la signification, la sémantique d'une affectation. Exécuter l'affectation x égale t dans l'environnement S, dans l'état S, c'est juste mettre à jour la variable x dans S, avec quoi? Non pas avec l'expression t, mais avec la valeur de l'expression t. Donc ça, on va revenir sur ce point, c'est un point très important. Les langages pourraient être différents. La séquence P1, P2, ça consiste à faire d'abord P1, puis P2. Et donc là, c'est assez facile. Si vous exécutez d'abord P1 puis P2 dans S,
eh bien, ça consiste à exécuter P1 dans S, ça vous donne un nouvel état, qui est sigma de P1 et de S, et puis vous exécutez P2 dans cet état, et ça vous donne un nouvel état. Donc, ça c'est tout simple. Si vous avez fait un peu de théorie des groupes opérant sur un ensemble, vous reconnaissez quelque chose, sauf que c'est juste pas un groupe. Il n'y a pas d'inverse. C'est juste un monoïde qui opère sur un ensemble. Bon, peu importe. Si vous vous intéressez pas aux opérations des monoïdes sur les ensembles, vous pouvez juste comprendre que ça veut dire qu'on fait d'abord P1 puis P2. Ça veut dire en particulier qu'on ne fait pas d'abord P2 puis P1. C'est le jour où on dit que les opérations se font dans cet ordre-là. Le test est tout simple aussi. On calcule d'abord la valeur de t, ça c'est θ de t qui est là-haut, θ de t, et on calcule sa valeur dans S, dans l'état courant. Et puis il y a deux possibilités, il faut que θ de t ça soit true ou false. Alors en fonction des langages, il y a un true et un false qui sont des valeurs, ou bien c'est 0 et 1. Bon, de plus en plus c'est true et false, il n'y a que des vieux langages dans lesquels il n'y a pas de type et tout est confondu, true et c'est 1 et 0 c'est false. Et donc si c'est true, bien la signification de toute l'expression, c'est l'état qui est obtenu en exécutant P1, hein, on dit juste on exécute P1, et si c'est false, eh bien on exécute P2 à la place. Donc il reste, on a fait l'affectation, le test et la boucle, et l'affectation, la séquence et le test, il reste la boucle, et avant de parler de la boucle, juste un nombre de points sur lesquels il est important d'insister. Tout d'abord, une boîte comme ça, avec une étiquette de bouchée, ça n'a rien à voir avec une variable mathématique. Donc on utilise le même mot, variable, mais c'est juste des homonymes. Il y a des choses dans les langages de programmation qui ressemblent aux variables du langage mathématique. C'est ce qu'on appelle des variables finales. En particulier, dans les langages fonctionnels, toutes les variables sont finales par défaut, sauf si on les déclare autrement. Mais ici, on est dans un langage impératif et on n'a pas de variable finale. Et donc, il faut tout lien, toute explication en référence à la notion mathématique de variable, celle qu'on a depuis le XVIe siècle, est toujours aide à embrouiller les choses. L'autre idée, c'est que j'ai déjà mentionné, c'est le fait que x plus 3 n'est pas une expression qui a une valeur qui change miraculeusement au cours du temps, mais c'est une expression qui a une valeur dans un certain état et une autre valeur dans un autre état. Et donc à chaque fois qu'on parle de la valeur d'une expression, il faut dire dans quel état. Donc ça, vous vous souvenez, le mouvement, son caractère relatif. On ne peut parler de la vitesse d'un objet que dans un référentiel. Ici c'est la même chose, ça n'a pas de sens de parler de manière absolue de la vitesse d'un objet ou de la vitesse d'un point si on n'a pas de référentiel. Donc ça c'est la même idée. Une idée un peu plus intéressante, c'est que dans une affectation, on évalue l'expression, on utilise sa valeur, et ensuite on oublie l'expression. Et vous voyez, rappelez-vous, quand je vous ai donné la sémantique de l'expression, ici, on a utilisé θ de t et de s. On met à jour l'environnement avec cette valeur-là, mais t ensuite est complètement oublié. Et ça, c'est quelque chose qui est un choix extrêmement important. On aurait pu faire autre chose. Et ça veut dire que si on fait x égale 4, puis y égale x plus 1, et ensuite x égale 10, eh bien, quand on a fait y égale x plus 1, x valait 4. Donc on a mis 5 dans y. Une fois qu'on a mis 5 dans y, on a oublié que ce 5 venait de x plus 1. Et si on change x, ça change la valeur de x, mais pas la valeur de y. D'accord? Donc le résultat, c'est 5 et pas 11. Et on aurait pu tout à fait faire autre chose. On aurait pu mettre dans la boîte y, non pas la valeur 5, mais on aurait pu mettre l'expression x plus 1, et puis le jour où on aurait demandé la valeur de y, on aurait recalculé, le jour où on l'aurait utilisé, on l'aurait évalué, et dans ce cas-là, avoir changé la valeur de 5 de x entre-temps, aurait changé la valeur de y. Et ça, c'est quelque chose que vous retrouvez tous les jours, et on va en parler à la fin, quand vous faites une page web, par exemple. Mettons qu'on fasse une page web pour ce séminaire. Il faut expliquer qu'il faut venir en bus avec le bus B de la ville de Versailles, et pour ça, il faut donner les horaires du bus B. Et là, vous avez deux possibilités. Ou bien vous recopiez les horaires que vous récupérez sur le site de la Société des Transports Urbains de Versailles, et vous les mettez sur votre propre page web. Ou bien, sur votre page web, et ça correspondrait à cette deuxième stratégie, vous mettez un lien vers la page des transports urbains de la Société des Transports Urbains de Versailles. Quels sont les avantages et les inconvénients des deux solutions? Cette solution-là, la seconde solution, elle a l'avantage que si les transports urbains de Versailles décident de changer les horaires, eh bien, votre page à vous, elle est mise à jour automatiquement. Vous n'avez pas de possibilité d'être en retard par rapport au transport urbain de Versailles. L'inconvénient, donc disons c'est plutôt ça qui est favorisé
dans un outil comme le web. L'inconvénient, c'est que si jamais le site des transports urbains de Versailles est en panne, ce qui arrive à peu près un jour sur deux, eh bien, vous n'avez plus accès à l'information. Alors que si vous l'aviez recopié, bon, les choses auraient été beaucoup plus stables. Donc, vous ne pouvez pas à la fois avoir de la stabilité et de la dynamique. Si vous voulez de la dynamique, il y a un risque d'instabilité. Et ça, c'est un choix essentiel qui est essentiel ici quand on définit la syntaxe, la sémantique d'un langage de programmation. Ce langage de programmation, il est tout à fait raisonnable. Hein, c'est pas... Voilà, Maple, par exemple, fonctionne comme ça. Les fonctions en Java fonctionnent comme ça. Donc, dans un langage comme Java ou dans un langage comme Camel, les fonctions fonctionnent comme ça. C'est le jour où on exécute la fonction qu'on va regarder la valeur de la variable. Et on retrouve ça dans d'autres endroits de l'informatique. Donc, comme on va le voir, c'est vraiment une notion centrale en informatique. Est-ce qu'on partage les informations ou est-ce qu'on les recopie? C'est ce que j'ai essayé d'expliquer au moment où toutes mes boîtes là, se sont écroulées. Bien, passons à la boucle. Alors, la boucle, c'est comme ça. On a dit, une boucle, c'est formée d'une expression T et d'une instruction Q. Et en gros, il faut répéter l'instruction Q tant que l'instruction T est vraie. Et donc, une première manière d'expliquer la manière dont on exécute une boucle en langue naturelle, c'est de dire quand on exécute cette instruction, on calcule la valeur de T. Si c'est false, on doit terminer. Si c'est true, on exécute Q, puis on calcule la valeur de T. Si c'est false, on doit terminer. Si c'est true, on exécute Q, puis on calcule la valeur de T. Si c'est false, on a terminé. Si c'est true, on exécute Q, puis on calcule la valeur de T. Et en diminuant la taille des caractères, vous voyez que je peux mettre une infinité de fois la même phrase dans un espace fini. Juste à partir d'un moment, les caractères sont tellement petits que vous ne les voyez pas, mais c'est pas parce qu'ils sont pas là, c'est juste votre résolution oculaire qui est trop mauvaise. Donc vous pouvez expliquer comment marche une boucle en faisant une phrase infinie. Bon, c'est pas trop terrible quand même, mais ça nous renseigne sur une propriété de la boucle, c'est que la boucle est une abréviation pour une instruction infinie. Finalement, regardez, il y a plein d'objets infinis, en particulier en mathématiques, mais pas uniquement. Prenez pi, par exemple, c'est un nombre infini de décimales, mais on a juste un symbole qui a deux pattes et puis un petit plateau au-dessus, qui permet de représenter cet objet infini. Et donc, on a plein de notations finies pour des instructions, pour des objets infinis en mathématiques. On a l'impression même que les mathématiques, ça faisait juste ça, quoi. Voilà. C'est une partie importante des mathématiques. Donc, c'est quoi la boucle expliquée sans la boucle? C'est if tq, if tq, if tq, if tq, else skip, 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 skip. Skip, c'est quoi? C'est une instruction fictive qui n'existe pas dans le langage de programmation et qui pourrait très bien exister et qui ne fait rien. Donc, qui ne fait rien, ça veut dire que sigma de skip et de s, c'est s. Quand vous l'exécutez dans un certain état, vous ne changez pas l'état. C'est très utile de la mettre. Donc, il y a des langages où il y en a, en particulier les langages bas niveau, les langages des microprocesseurs, elles s'appellent NOP, mais dans les langages... C'est très utile au même titre que le nombre 0. Oui, voilà, c'est ça, c'est le 0. C'est d'ailleurs... C'est pas anodin, hein, puisqu'on commence l'année le 1er janvier le 1-1 à 0h00, donc c'est pas tout à fait compris. Oui, oui, c'est vrai. Mais vous voyez d'ailleurs que si vous êtes familier avec la notion de monoïde actant sur un ensemble, c'est l'élément du monoïde. Donc c'est un autre point de vue avec 0. Donc vous avez cette instruction infinie, et peut-être il suffit d'appliquer sigma à cette instruction infinie, sauf que juste ça marche pas. Et donc, on est obligé, comme quand on a des instructions, des objets infinis en mathématiques, de les approximer. Par exemple, pi, c'est 3,14. Bon, c'est pas vrai, mais c'est une bonne approximation. Une autre particularité de la boucle, c'est qu'il se peut que le programme ne termine pas. Prenez ce programme, x est égal à 3. Tant que x est plus petit que 1000, vous faites x est égal à 2. Vous voyez qu'il ne va jamais arriver à 1000. Même si vous faites de très nombreuses fois x est égal à 2, eh bien, il va augmenter un petit peu, 2, mais il va jamais arriver à 1000. Et donc, le fait qu'il y ait cette potentialité de non-terminaison dans les programmes, ça vient du fait qu'on a une instruction infinie, qu'on a notée de manière finie, mais ça veut dire vraiment qu'il y a quelque chose d'infini ici, et l'infini se manifeste sous la forme d'une non-terminaison quand on a mal écrit la ligne. Donc, comment est-ce qu'on peut modéliser avec la fonction sigma l'idée qu'un programme ne peut ne pas terminer? Donc, il y a une manière simple de le faire, c'est de dire que si on... Alors, en français, ça se dit, si on exécute P dans un état S, cela ne produit pas d'état S'. Et l'alternative, ça serait de dire, ça produit un état S' qui est je boucle. D'accord? Et donc, cet état je boucle, je suis en train de boucler, il se note comme ça en informatique.
C'est ce qu'on appelle le symbole de Scott. Et Scott, pour avoir inventé ce symbole, a reçu le prix Turing. Enfin, pas uniquement pour avoir inventé ça, mais il a dit, je boucle, on va l'écrire comme ça. Plutôt que de dire, il n'y a pas de valeur, on va dire, il y a une valeur, c'est celle-là. Eh bien, c'est une des grandes idées que Scott a apportées à l'informatique. Oui, c'est pas juste un symbole. Mais enfin, bon. je vois que... Oui, c'est ça. Je vois qu'il y a des partisans, de chauds partisans de Dana Scott dans cette salle, donc il ne faudra pas que je me moque. Bien, alors, comment est-ce qu'on peut approximer un programme ? Bien, voilà une approximation du programme que je vous avais donné tout à l'heure. On fait juste 2 tours de boucle. Alors, on regarde la valeur de t. Si la valeur de t c'est faux, on a terminé, on fait skip. Sinon, on exécute Q, et puis on recommence. On regarde la valeur de t. Si c'est faux, on a terminé, c'est skip, là. Mon truc est mort, mais vous voyez que c'est celui-là, là. Ici. Et puis, sinon, on refait t. Et là, ras-le-bol. Hein. Je veux dire, si au bout de 3 tours, ça n'a pas terminé, on abandonne. Donc voilà une bonne approximation. Give up, ça veut dire on abandonne. Et give up, eh bien, c'est que sigma n'est pas défini en give up. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai oublié l'idée essentielle ici. C'est que si on n'a pas le symbole de Scott, on va dire que sigma est une fonction partielle qui, sur certains couples formés d'un programme et d'un état, va vous donner un état, ça c'est quand ça termine, et sur d'autres couples, va pas vous donner d'état. Donc c'est une fonction partielle qui n'est pas définie dans le cas où P boucle quand on l'exécute dans S. Donc ici, on a une instruction give up qui n'est jamais définie, qui boucle tout le temps. Et donc en gros, ça veut dire on essaye de faire 2 tours de boucle, et puis si on n'a pas réussi, on dit stop, je boucle. Et vous voyez que si au lieu de faire 2 tours de boucle, je faisais 3 tours de boucle, 4 tours de boucle, 5 tours de boucle, j'aurai une meilleure approximation. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a une valeur qui va faire terminer le programme va terminer, mettons, en 7000 étapes, eh bien, toutes les approximations 7000, 7001, 7002, 7003 seront des approximations qui, pour ce cas particulier, seront exactes. D'accord ? Donc, si vous vous intéressez que à la 8e décimale du nombre, il y a une approximation du nombre pi qui vous donne la bonne 8e décimale. Donc, ici, vous avez une possibilité qui est de définir cette suite d'approximations qui est P0. Si t est vrai, j'abandonne tout de suite, sinon, je termine. Et puis, après, je construis Pn plus 1 à partir de Pn, de cette manière, en disant, je fais Pn plus 1, je teste T, si c'est vrai, je fais Q puis Pn, c'est-à-dire l'approximation en me donnant un tour de boucle de moins, un jeton de vie de moins, et puis, sinon, je fais skip. Alors là, il y a un petit théorème qu'on peut démontrer, qui est que, quand vous regardez ce que donne la fonction sigma pour un état fixé, mais pour ces approximations successives du même programme, vous obtenez d'abord des valeurs de n, au début, vous obtenez des programmes qui n'approximent pas suffisamment bien le programme et qui bouclent. Donc c'est pas défini, c'est pas défini, c'est pas défini. Et puis après, il y a 2 possibilités. Ou bien c'est jamais défini, ça veut dire que le programme lui-même boucle. Ou bien à partir d'un moment, vous avez fait suffisamment de tours de boucle pour que ça marche. Et donc, vous allez avoir une fonction qui va avoir une valeur constante. Et donc, quand vous avez une fonction qui est jamais définie, vous pouvez dire que sa limite, elle n'existe pas. Quand vous avez une fonction qui n'est pas définie, puis qui vaut 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, qu'elle est constante à partir du moment où elle est définie, vous pouvez dire que sa limite c'est 4. Et donc vous pouvez définir la signification de cette instruction comme étant la limite des sigma de Pn dans S. Alors ça c'est pour vous que je disais ça, bien entendu. Voilà, ça c'est le théorème de Scott. Donc ça bien sûr, si je vous l'explique, c'est pour vous. Vous n'avez pas expliqué ça, les choses comme ça avec ces mots à des élèves de seconde, mais pourquoi pas des élèves de terminale. Et il y a une manière un peu plus simple de dire ça, qui est... oui, non, alors, voilà, non, excusez-moi. Ça, c'était un exemple que je vous ai donné, qui est, on fait x inférieur à... Tant que x est inférieur à 1000, on multiplie x par 2, et on part de x égale 300. Et donc ça va faire 600, 1200, là on s'arrête. Donc le résultat c'est 1200. Et donc vous voyez que si vous prenez le programme P0, donc vous avez toutes les définitions des approximations. Si vous prenez P0 en x égale 300, c'est pas défini, un tour de boucle ne suffit pas. Si vous prenez P1, c'est pas défini, 0 tour de boucle ne suffit pas, un tour de boucle ne suffit pas. Mais si vous prenez P2, sigma de P2 en x égale 300, c'est sigma de P1 en x égale 600, c'est sigma de P0 en x égale 1200, et ça c'est x égale 1200. Et donc, du coup, quand la signification de cette instruction dans cet état, c'est x égale 1200.
Alors maintenant, comment expliquer ça à des élèves de seconde? Ben, vous leur dites, exécutez while x inférieur à 1000, x égale x fois 2 dans l'environnement x égale 300. C'est la même chose qu'exécuter ce programme dans x égale 600. Pourquoi? Parce que vous faites le test, la réponse est oui. Donc vous exécutez multiplié par 2, donc ça vous donne l'état x égale 600. Et ensuite vous revenez au début, donc vous réexécutez le programme. Et donc ça demande d'exécuter P, le même programme. Alors bien sûr, si vous avez des approximations successives, c'est l'approximation un tout petit peu plus grossière, mais en seconde, c'est peut-être pas le bon moment pour comprendre ça. Dans x égale 600, ce qui vous demande d'exécuter P dans x égale 1200, ce qui vous donne à la fin x égale 1200. Bien, donc on a terminé avec la boucle. Quels sont les messages essentiels qu'il faut faire passer, que j'ai tenté d'abord de vous faire passer, puis que, à votre tour, vous pouvez faire passer aux élèves. Et c'est des messages qui sont relativement simples. C'est qu'un programme, ça ne fait pas quelque chose tout seul. Ça fait quelque chose à quelque chose. Ça fait quelque chose à un état, ça transforme un état. La deuxième chose, c'est qu'on peut expliquer pourquoi les programmes font ce qu'ils font. Donc il y a souvent une attitude qui consiste à dire, voilà le programme. Puis on regarde tous le programme ensemble, en silence, et on comprend ce que fait le programme. Et ça, c'est pas la bonne attitude. Il faut parler des programmes, exactement comme on parle des Tamagotchi, exactement comme on parle des ressorts, exactement comme on parle des fonctions. Il suffit pas de dire, on peut pas juste apprendre à programmer en observant ce que font les autres. C'est important de regarder ce que font les autres, et ça donne souvent des intuitions, mais il y a un degré de conceptualisation de ce que fait un programme, et qu'il est possible de verbaliser ça, à condition d'avoir des bons outils, en particulier la notion d'état. Et enfin, une idée qui est peut-être la plus importante, c'est que les programmes pourraient faire autre chose. Et on définit une sémantique des programmes, mais comme on a vu sur cet exemple, x égale 4, y égale x plus 1, x égale 10, eh bien, il y a des variantes possibles de cette sémantique qui mènent à des résultats différents. Et quand les langages ne sont pas complètement définis de cette manière mathématiquement, eh bien, vous avez deux équipes dans le monde qui décident d'écrire deux implémentations de ce langage, et vous obtenez des résultats. Il y a certains programmes pour lesquels vous avez des résultats différents. Vous avez même, dans un bâtiment qui se trouve pas loin d'ici, sur ce campus, une équipe qui a développé deux compilateurs pour le même langage, en disant, eh bien, on a deux compilateurs pour le même langage avec une petite variante dans la sémantique qui font pas exactement la même chose. Et donc, il y a des programmes qui donnent deux résultats différents avec les deux compilateurs développés par la même équipe. Donc, c'est pas juste qu'il y a une incompréhension sur ce que fait la sémantique, c'est que la sémantique est délibérément non déterministe, elle laisse certains choix ouverts. Et si les utilisateurs écrivent des programmes qui ne se blindent pas contre ce non-déterminisme, eh bien, ils peuvent avoir des résultats différents. En particulier, il est fréquent que deux compilateurs Java ou deux compilateurs C vous donnent des résultats différents. Alors, il y a des histoires de plus qui sont faits avant l'affectation ou je sais pas quoi. Un cas où il y a d'énormes différences, c'est tous les calculs qui sont faits sur les nombres flottants. D'un ordinateur à l'autre, d'un compilateur à l'autre. Eh bien, des fois, vous faites l'arrondi avant, etc. Je sais pas, tu peux peut-être dire quelque chose là-dessus, parce que j'ai jamais compris ces histoires de flottants. Non, c'est normalisé maintenant, donc ça doit être... Ça doit être, bon, d'accord. La normalisation des flottants, la normalisation des nombres flottants a donné le prix Turing à son auteur. Oui, Cohen. C'est un Kahn, un autre Kahn. Oui, oui, par exemple, il faut définir ce que vaut 1 sur 0. Et 1 sur 0 plus 3. Et ça occupe, hein. Mais c'est fait. Mais c'est ce genre de considération qui là est limité aux opérations sur les flottantes. Bon. Non, faut pas raconter ça en secondes. Alors juste deux points. Non, il faut raconter ça. Il y a quand même quelque chose à savoir. Par exemple, la fonction sinus n'est pas définie. Encore. Elle est en cours de normalisation, la fonction. Donc il n'y a que arctangente et... Oui. Non. Qu'est-ce que c'est que sinus d'un flottant? C'est en cours de normalisation. C'est un combat très compliqué parce que il faut avoir les bonnes approximations. Alors, deux points pour conclure. D'abord, la notion d'état et de transition. Vous avez vu que la notion, on a essentiellement décrit ce que faisait un langage comme étant, ce que faisait un programme, pardon, comme étant transformer un état en un autre état. Ça s'appelle une transition entre états. Et décrire les objets en termes d'état et de transition, c'est un paradigme, comme on dit en sciences de l'éducation, extrêmement fertile. Donc par exemple, si vous voulez décrire une partie d'échecs, eh bien, une bonne manière de le faire, c'est de décrire la suite des états de l'échiquier. Et il y a des transitions entre un état de l'échiquier et l'autre qui sont autorisées, et d'autres transitions qui sont interdites.
et expliquer quelles sont les transitions autorisées et quelles sont les transitions interdites définit les règles du jeu. Pas tout à fait, parce qu'il faut aussi définir ce que c'est dire gagner. Jouer aux échecs, je ne sais pas juste déplacer des pièces en respectant certaines règles, il faut aussi avoir un but. Mais bon, disons, c'est une deuxième partie dans la définition du jeu d'échecs. Et ce qui est important, c'est que décrire l'état dans le cas du jeu d'échecs n'est pas si facile que ça. Vous pouvez croire qu'il suffit d'expliquer quelles sont les pièces qui sont sur chacune des 64 cases de l'échiquier, mais c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a d'obscures règles sur le fait qu'on ne peut pas roquer deux fois, et donc quand on peut arriver dans le même état en ayant roqué ou en n'ayant pas roqué, à ce moment-là, on n'est pas vraiment dans le même état. Donc, ça c'est, ou bien, si vous avez mal défini votre notion d'état, vous avez un hystérésis, c'est-à-dire vous devez connaître toute l'histoire et non pas uniquement l'état actuel pour savoir ce qui est autorisé et ce qui est interdit. Donc ça, c'est que vous avez une mauvaise notion d'état. Et également, toutes les histoires que si vous avez 40 coups, il ne s'est rien passé, je sais pas quoi, la partie est finie ou un truc comme ça. Donc le nombre de coups qui a déjà été exécuté fait partie de l'état, par exemple. Outre le fait de savoir qui a roqué, qui n'a pas roqué. Par exemple, si vous voulez décrire un aéroport, cet outil de modélisation est beaucoup plus utile que les équations différentielles. Donc je suis désolé si vous êtes des grands fans d'analyse. Il y a plein de trucs qui se décrivent extrêmement bien avec les équations différentielles. Typiquement, une maslotte qui est aussi la bout d'un ressort. C'est très difficile à décrire en termes d'état et de transition, mais un aéroport, trouver l'équation différentielle d'un aéroport, c'est extrêmement difficile. En revanche, une fois que vous avez compris que votre aéroport, il y a des avions qui sont en l'air, des avions qui se posent, vous avez une transition qui consiste à un avion en l'air qui passe à un avion au sol, ça s'appelle atterrir. Vous avez aussi une transition qui consiste à avoir un avion au sol qui passe sur un avion en l'air, ça s'appelle décoller. Mais vous avez aussi un avion qui va au garage, un avion qui sort du garage, un avion qui est sur la piste, un avion qui s'est planté en décollant, qui va faire le tour, qui va revenir. Il y a des patterns d'attente, là, des zones, des holding patterns, des zones d'attente où l'avion tourne, etc. Eh bien, vous avez un certain nombre de zones, vous avez des avions qui sont dans certaines zones, il ne peut pas y en avoir plus de temps d'avions dans chaque zone. Vous avez un certain nombre d'états et vous avez un certain nombre de règles qui fait qu'un avion a le droit de passer là, etc. Et donc, pour décrire, modéliser un aéroport et l'étudier, ce type d'outil est un outil de modélisation qui a tout autant de pertinence que d'autres outils de description de systèmes comme les équations différentielles. Donc ça, c'est ce qui s'appelle, en langage très savant, un automate. Dernière chose, une devinette. Quelle est la température à Paris? 22 degrés. Quelle est la température à Rome? 22 degrés. Quelle est la température dans la capitale de l'Italie? 22 degrés. Donc si vous représentez ça avec ici une étiquette qui s'appelle Rome, ici une étiquette qui s'appelle Paris, et une troisième boîte avec une étiquette qui s'appelle capitale de l'Italie et que vous avez mis 22, 22, 22, c'est-à-dire en gros vous avez ça comme ça, vous avez votre état qui est une fonction des variables dans les valeurs, et que vous ayez Paris, Rome ou la capitale de l'Italie, eh bien à chaque fois la température vous lui associez 22, il y a quelque chose qui vous a un petit peu échappé là-dedans. C'est que la température à Rome et dans la capitale de l'Italie, elles sont identiques pour une raison qui n'a rien à voir avec la raison pour laquelle la température à Paris et la température à Rome sont identiques. On peut dire que la première raison est analytique alors que la deuxième est accidentelle, elle est synthétique. On sait quelque chose sur le monde quand on sait qu'il y a la même température à Rome et à Paris. Bon, pas quelque chose de très intéressant, mais on sait quelque chose. On ne sait rien sur le monde quand on sait que la température à Rome est la même que dans la capitale de l'Italie, parce que juste Rome et capitale de l'Italie sont des expressions qui désignent le même objet. Et donc plutôt que d'avoir une description d'un état comme ça, ce qui est bien quand on a juste les 4 instructions dont on a parlé, dès qu'on est un tout petit peu plus savant, on a une description qui est comme ça, où en plus du signifiant et du référent, on a un état intermédiaire qu'en linguistique on appelle le signifié et que malheureusement en informatique on appelle la référence, ce qui n'aide pas à comprendre en quoi c'est différent du référent. Et Rome et la capitale de l'Italie représentent la même référence dans laquelle il y a 22, alors que Paris représente une autre référence dans laquelle il y a 22 également, mais ça c'est par hasard. Et c'est pour ça que là il y a plusieurs trous, et qu'on peut mettre par exemple ici 2 étiquettes sur la même boîte, pour dire que ici X et A ont la même valeur, mais c'est pas du tout un hasard, c'est parce que c'est la même boîte. Et donc la boîte elle-même, c'est la référence. Le lien entre l'étiquette et la boîte, c'est la fonction de gauche qu'on appelle l'environnement. Et le lien entre la boîte et la valeur, c'est ce qu'on appelle la mémoire, c'est la partie droite. Et donc on peut
effacer cette étape intermédiaire qui est la référence, qui est la boîte, et dire simplement Y est lié à 4. Mais vous voyez que ici, X va être lié à 1, A va être lié à 1, et on n'est pas capable d'expliquer, de dire si c'est accidentel ou si c'est essentiel. Et c'est pour ça, en fait, qu'on avait inventé les boîtes. C'est pour expliquer ça quand on parle du passage d'arguments. Donc, dès qu'on rajoute les fonctions, qui est après l'affectation, le test, la séquence, la boucle, l'instruction suivante à regarder, il se pose une question de passage d'arguments, et c'est complètement différent au moment où on a juste A et on rajoute X, de le rajouter sur la même boîte, ou d'avoir une autre boîte dans laquelle on met la même valeur et on met le X sur la nouvelle boîte. C'est exactement la même idée de partage qui était revenue tout à l'heure quand on avait dit qu'on a une page web, ou bien on met le pointeur, ou bien on recopie. Et donc la bonne notion d'environnement, la bonne notion d'état, c'est un couple formé de ces deux fonctions. C'est la composée de ces deux fonctions. Voilà. Et donc c'est à la fois essentiel, cette notion de partage, quand on a d'autres fonctionnalités, les fonctions, les enregistrements, mais également pour comprendre des choses comme le web, de comprendre pourquoi est-ce que deux pages sont absolument identiques, c'est juste deux noms pour la même page, ou pourquoi est-ce qu'elles sont juste identiques par hasard, ces deux pages, et puis il y a la même information sur les deux, ce qui peut être le cas aujourd'hui, mais changer demain. Merci beaucoup. Pas de pause café, donc allons-y des questions. Oui. Souvent, les instructions, il y a par exemple un do ou un for, et puis il y a un undo et un for. Oui. Est-ce que c'est difficile d'expliquer que une instruction, on a un petit bout dans le texte du programme à un endroit, et puis un bout, est-ce que ça pose des problèmes? Non. If, et puis il y a then else, et puis il y a pas même if à la fin. Oui, donc ce qui est important. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que le if, il a été fabriqué avec trois objets, qui sont trois bouts de programme, qui peuvent être eux-mêmes assez gros, qui peuvent eux-mêmes contenir des ifs, etc., et qu'on a assemblé une valeur, qui est la valeur sur laquelle on fait le test, une instruction, qui est l'instruction qu'on exécute si le test est vrai, et une autre instruction, qui est l'instruction qu'on exécute dans le cas où le test est faux. Une fois qu'on a identifié ces trois bouts, la manière dont ils sont délimités, par exemple, dont la fin de la deuxième instruction est notée, est-ce que c'est parce qu'il y a une parenthèse fermante, une accolade fermante, un end-if, un phi, etc. Ça, c'est vraiment une propriété du langage particulier qu'on utilise, et c'est pas une propriété de la notion abstraite de test. Et alors, il est vrai qu'il y a des notions, il y a des langages qui mettent ça très bien en évidence, où on voit très bien la structure abstraite derrière. Il y en a d'autres où il faut un peu plus la chercher. Mais je crois que le rôle de l'enseignant, là, c'est vraiment de faire ressortir la structure qui existe derrière l'accident syntaxique. Ouais. Un parallèle très intéressant, c'est qu'on a oublié que ce problème existe en maths, qu'il a été réglé très récemment. C'est par exemple les parenthèses. En maths, on a des parenthèses, on a des crochets, mais en fait, ça c'est récent. Les gens avaient travaillé avec des tas d'autres notations, par exemple des soulignements, des surlignements, etc. Et il nous en reste un paquet. Racine carrée. C'est un truc bien, mais c'est une parenthèse, racine carrée. Somme de 0 à x, f de x, dx. C'est une notation complètement absconse pour un système de parenthèses. Et finalement, c'est resté assez joli, mais c'est pas très différent de savoir si on met un endif ou pas. Parce que finalement, SQRT de machin avec des parenthèses ou racine carrée, ça a quand même de la gueule. Et on a un peu ce même problème. Mais on peut expliquer ça à des élèves. Hein, en fait, cette chose-là est ancienne et que la notation mathématique, elle est tout à fait récente. Parce que racine carrée, c'est un système de parenthèses. Avant, il y avait des tas de gens qui écrivaient les parenthèses avec un seul symbole, pas deux. Oui, il y a très le point. ambigu à la lecture et des tailles de caractères, par exemple. Oui, il y a encore un livre, le livre de Peter Andrews, qui explique que plutôt que de mettre une parenthèse fermante et une parenthèse ouvrante, à la place de la parenthèse ouvrante, il met un point. Oui. Et puis il faut deviner où est la parenthèse fermante, et on la met le plus loin possible de manière à ce que ça ait encore un sens. Eh ben, il faut. Oui, mais les gens, il y a eu des siècles de discussions sur ce sujet-là. Et les notations sont importantes. Moi, j'ai une inquiétude sur ton signe égal, là. Parce que je suis un peu embêté par le signe égal, parce que le signe égal, on l'associe au mot égal, alors que quand on écrit x égale 3, x n'est pas égal à 3. Donc est-ce qu'il n'y a pas des confusions dans ton expérience? Alors, il est vrai qu'il y a des langages qui ont résolu le problème en mettant deux points égales, qui est un symbole qui casse la symétrie. Ce qui est important, c'est de comprendre que la signification de ce égal, ça consiste à mettre ce qui est à gauche dans ce qui est à droite. Bon, ça peut.
Oui, x égale 3, c'est pas du tout la même chose que 3 est égal à x. Et, une fois qu'on a compris que c'est un verbe qui a l'impératif, et non pas un verbe qui a l'indicatif. Non, non, parce que, attends, un des bugs principaux, on sait, et qui a coûté déjà des crashs avant que les compilateurs soient un peu malins, c'est d'écrire if x égale 3, zen. Ouais, If x égale 3, zen ne veut pas dire si x est égal à 3, mais if je mets x à 3, et donc comme 3 est différent de 0, c'est vrai. Et ça a coûté des Oui, 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 bon. Donc c'est peut-être un peu gênant non. Mais les élèves, ils n'ont pas cette confusion dans la tête. Si, mais moi aussi, donc on s'en sort comme ça. Non, alors, il y a deux questions qui sont différentes. Il y a la question, est-ce qu'on peut expliquer? Le jour où on explique, il n'y a pas, enfin, de mon expérience, il n'y a pas trop de difficultés. C'est-à-dire, les gens arrivent à comprendre qu'on a une expression, quelle que sa valeur, on la met dans une variable. Après, il y a une autre question qui est, est-ce que, bien qu'on ait compris, on fait des erreurs d'étourderie. Voilà. Et ça, la réponse est oui. Et ça, effectivement, le choix particulier de syntaxe, de savoir si on met NDIF ou si on doit mettre une paire d'accolades, c'est déterminant. Mais j'ai le même problème en orthographe, c'est-à-dire, je fais partie des gens qui sont très bons en grammaire, mais très mauvais en orthographe. Donc s'il faut que je vous explique la règle d'accord du participe passé, je sais très bien l'expliquer. En revanche, une fois sur deux, je l'applique pas. Et ça c'est une difficulté quand on écrit des programmes. Par exemple, quand un else en Java est suivi de deux instructions, il faut faire un bloc des deux instructions, il faut faire une séquence d'abord, il faut expliquer que la séquence est prioritaire sur le test, et pour ça il faut mettre des accolades. Effectivement, à peu près 90% des étudiants oublient de mettre ces accolades. Pourtant, on leur a expliqué, le jour ils l'ont bien compris, ils ont bien compris que c'est pas la même chose de dire si t'es alors A, sinon B, le tout suivi de C, ou de dire sinon B suivi de C, le C étant exécuté que dans le cas sinon dans un cas et il est exécuté dans les deux cas dans l'autre. Après, quand ils écrivent du code, ils sont en train de penser à autre chose, et à ce moment-là, ils font énormément de confusion. Mais ça vient aussi d'un problème qui est que la programmation, c'est comme la musique, il n'y a rien de difficile, mais il faut penser à tout en même temps. Et on sait bien que quand on joue à un morceau dont le rythme est compliqué, à ce moment-là, ben, on oublie les doigtés, on se trompe davantage. Oui, mais je suis pas sûr que on a besoin d'introduire ça. Par exemple, moi j'ai une fille qui est dysorthographique, et quand elle a appris l'italien, elle a eu le bonheur d'apprendre qu'il n'y a pas de dictée parce qu'il n'y a pas de faute d'orthographe en italien. Ça n'existe pas. Oui, alors de ce point de vue-là, tous les langages de programmation ne sont pas égaux. Et il faut savoir quand même que c'est pas rien parce qu'il n'y a pas de dyslexique en italien. Oui, oui. Ça n'existe pas, donc c'est pas anodin. Non, oui. Ce que je veux dire, c'est je ne sais pas si c'est pas utile justement de séparer pour éviter ces confusions et perdre du temps dessus. Quoi. Non, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Autant tous les langages ont la même puissance d'expression, on peut faire des traducteurs d'un langage dans l'autre, etc. Autant effectivement écrire des programmes dans des langages parfois est un peu un casse-tête parce qu'il y a ce genre d'erreur. Bon, moi je l'ai vu en maths avec des élèves à qui je donnais des cours où ils étaient assez insensibles à la longueur du trait sur la racine carrée. Qui n'est pas tout à fait. Oui, qu'il a exactement le même problème que le... Bon, je ne sais pas si c'est pas utile de. Est-ce que vous utilisez les algorithmes ou organigrammes? Non. Alors, j'ai jamais réussi personnellement à écrire un organigramme avant d'écrire un programme. J'ai toujours écrit le programme. Puis après, à l'époque où j'en ai utilisé, je me suis dit « Ah, il faut que j'ai l'air intelligent devant mes élèves ». Donc j'ai d'abord leur donné l'organigramme, puis je me suis gratté la tête pendant 10 heures et j'ai fini par écrire un organigramme à partir du programme. Donc j'ai jamais très bien compris en quoi ces organigrammes permettaient de simplifier, d'arriver à l'écriture du programme. Avec une exception, c'est quand on a un programme extrêmement complexe, c'est bien de pouvoir le décrire d'abord en des termes grossiers, avant de raffiner chacune des boîtes. Et donc là, au début du processus, on peut dire, bon bah voilà, là il y a un test, puis après on va faire tout un tas de trucs, mais on va juste mettre un gros carré pour le moment, puis on verra ensuite. Mais pour les programmes simples, j'ai toujours eu l'impression que comprendre la syntaxe des organigrammes, en plus de comprendre la syntaxe du langage de programmation, était plutôt de nature à introduire une confusion. Cela dit, j'ai pas une énorme expérience avec des élèves de seconde. Il se peut que ce que j'ai constaté pour moi ou pour des élèves qui ont 20 ans soit différent pour des élèves qui ont 15 ans. Donc ça, c'est peut-être à vous qui allez me donner la réponse l'année prochaine. En
au lycée, il y a une matière, quelque chose que les collègues, c'est la licence de l'ingénieur, où on fait des algorithmes et des algorithmes. Et donc en faisant les deux, moi je me suis rendu compte, après en faisant un sondage avec les élèves, je me suis rendu compte qu'il y en a certains qui préfèrent les algorithmes sans hésiter, et d'autres qui préfèrent les algorithmes. Et c'est vrai que dans les algorithmes, il y en a beaucoup qui mettent NDIF en question un peu au hasard. Et, Ouais. Alors que dans l'algorithme, ils vont avoir plus de facilité à placer leur flèche. Ok, j'ai pas dit qu'il fallait mettre le NDIF au hasard, hein. On est d'accord. Bon, il est vrai aussi que tous les élèves sont différents. Et il n'y a peut-être pas une seule recette qui marche avec tous les élèves. Et donc peut-être qu'avec un certain nombre d'élèves, des méthodes de représentation plus graphiques, avant de passer à des représentations plus textuelles, peuvent être utiles. Juste, dans mon cas particulier et dans l'expérience pédagogique que j'ai eu l'impression que, de manière générale, ça a plutôt tendance à embrouiller les choses qu'à les simplifier. Je pense aussi, mais Je pense qu'il y a une question importante dans l'enseignement, c'est qu'il y a un enseignement qui est basé sur les dessins, qui est l'enseignement en automate programmant, par exemple. Alors, moi, je connais bien le sujet personnellement parce que j'ai fabriqué un langage qui est celui que, si vous voulez, dans un Airbus, vous voulez avec nos outils, et c'est un langage qui a les deux. On peut faire des dessins, on peut faire des textes. Au début, les gens préfèrent les dessins, et ensuite, il se trouve un énorme problème dans les dessins qui n'est pas du tout évident, c'est le placement. Comment mettre le dessin? Et le problème, c'est que changer un dessin pour que le placement soit joli, c'est extrêmement compliqué, et aucun outil automatique ne sait faire ça. C'est une grosse difficulté. Donc, c'est toujours très très ambigu. Il n'y a vraiment pas de bonne réponse. Et en gros, les organigrammes, on n'arrive pas bien à les placer, et c'est pour ça que c'est quand même peu utilisé. Le seul cas, c'est les automates, où ça se dessine. Là, pour le... Mais paradoxalement, les élèves peuvent me dire détester les algorithmes et adorer Graph7. Mais parce que le Graph7 ne parle pas de la même chose. C'est pour ça que le Graph7, c'est beaucoup plus des automates. Donc là, c'est naturel. Là, c'est naturel. Mais les organigrammes, je ne connais plus un seul endroit où c'est utilisé. Ça a disparu de la scène, je pense. Hein. Pas du tout des automates et les Graph7. Oui, oui. Les algorithmes, c'est utilisé dans Flowcode qu'on utilise beaucoup avec Flowcode. On parle d'algorithmes et après ça... Si je prends par exemple l'électronique, qui est mon domaine, hein, moi je faisais des circuits, en électronique, hein, plus personne n'utilise des dessins. C'est terminé. Ils utilisent des langages, comme ils s'appellent, alors des langages qui s'appellent Verilog et VHDL, qui ont deux énormes défauts, c'est qu'ils sont totalement indéfinis. C'est un problème, hein, pas au niveau du lycée. Non, pas au niveau du lycée, je parle après. Mais il existe des dessins, c'est simplement des dessins architecture qui sont faits en visio. Donc dans des systèmes de dessin, parce que là c'est vraiment des dessins de documentation, des dessins d'architecture, comme pour les architectes urbanistes. Des dessins d'urbanisme si on veut, pas des dessins. Mais alors que les gens des circuits ont évidemment fait des dessins jusqu'à il n'y a pas longtemps, mais ils estiment que on ne peut pas, par exemple, les boucles sont compliquées à représenter en dessin. Ça, c'est un énorme problème. La paramétrisation est très compliquée à représenter au dessin. Les fonctions sont compliquées à représenter au dessin. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles. Donc, c'est pas évident. Mais par contre, par exemple, pour démarrer, le langage Lego, par exemple, qui est un langage de puzzle, les instructions sont des puzzles avec des formes qui s'emboîtent de puzzle, et c'est bien fait. Donc, ça dépend aussi des âges. On rencontrerait peut-être aussi quelque chose qui s'appelle UML, un langage de simplification, oui. Et que je crois pas vraiment pertinent dans le cas qui nous préoccupe. Donc, méfiez. Mais il y a un danger quand même sur les syntaxes, hein, c'est que ces gens vont avoir des employeurs après. Et par exemple, si on leur dit, voilà, je suis une sorte de terminal, moi j'ai appris Pascal. Un employeur il va dire, mais moi c'est exactement ce que je veux pas. Donc ça c'est un danger, il ne faut pas oublier que la vie des étudiants continue après. Donc il y a aussi d'autres considérations là-dessus. Donc ça c'est vrai, moi ce que j'apprends quand j'apprends à mes élèves à passer des entretiens d'embauche, comme moi-même j'en ai jamais passé, je suis aussi expert que tous les... je peux leur donner des conseils tout à fait objectifs. Je leur conseille qu'on leur demande quel langage de programmation ils connaissent, de dire je connais 2 ou 3 langages, ce qui me permet d'en apprendre rapidement un nouveau. Et de jamais répondre je connais truc machin, version schmoll, version schmul, etc. qui amène à ça. Ce qui est important, c'est que connaître un langage n'est pas la chose importante.
Exactement comme savoir conduire un type de voiture n'est pas chose importante. Ce qui est important, c'est de dire, eh bien, voilà, j'ai appris Java, je peux apprendre C++ en une semaine. Alors après, malheureusement, les retours que j'ai des entretiens que mes élèves passent, c'est qu'on leur dit, bon, ok, on a compris cette réponse, maintenant qu'est-ce que vous connaissez réellement? Donc bon, c'est... Vous êtes en train de violer la règle de la discussion des langages. Oui, exactement. Donc, je ne coupe pas, mais à mon avis, j'ai tellement envie d'y participer à cette discussion qu'il vaut mieux l'arrêter. D'autres questions? Une question pour revenir sur la déclaration. Oui. Vous nous indiquez qu'elle ne paraît pas pertinente, en tout cas, en seconde. Oui. D'en parler. Et justement, ce matin, on en a parlé. Et enfin, un des objectifs de l'option, c'est aussi de faire en sorte qu'ils sachent ce qu'ils font, les élèves. Et d'utiliser les variables sans savoir, sans la déclarer avant. Par exemple, là, ne serait-ce que la variable qui vaut true ou false, ou celle qui vaut 1 ou 2. Ok. Moi, ça me paraît évident, mais c'est pas évident pour un élève. Ok. J'ai rien contre le fait d'expliquer la déclaration, d'autant plus que la plupart des langages de programmation aujourd'hui ont des variables qui sont déclarées. Simplement, dans les 5 instructions, affectation, séquence, test, boucle et déclaration, la déclaration me semble, si on doit faire l'impasse sur une, il vaut mieux faire l'impasse sur la déclaration que sur l'affectation, par exemple. Il vaut mieux faire l'impasse sur la déclaration que sur la séquence. Ou il vaut mieux faire l'impasse sur la déclaration que sur la boucle. Maintenant, si vous me dites, encore une fois, je manque un peu d'expérience sur ce qu'on peut faire au lycée, etc. Si vous me dites ça passe comme une lettre à la poste, allons-y, quoi. Moi, je mets la déclaration au même niveau que je fais les 5 d'un coup. Donc, je ne sépare pas la déclaration des autres, des 4 autres constructions du noyau impératif. Dans une première approche, par exemple, l'initiation, si on va travailler avec des variables numériques, par exemple, ça me paraît pas pertinent tout de suite de lancer la déclaration. On va introduire les V1, puis après les tableaux pour les indices. Et là, ça serait bien. Oui, ouais, alors. Ou peut-être la première semaine, on fait les 4 et puis on rajoute la déclaration après. Ça vraiment, vous avez, c'est à vous de nous dire. Ça, on peut pas faire la séquence pédagogique dans une trop grande précision. Je veux dire, c'est important. Il y a eu par exemple sur la liste que tu animes, il y a eu une énorme charge des mathématiciens contre les informaticiens en disant vous ne proposez que des langages avec déclaration, faisons des langages sans déclaration. Moi, j'ai répondu OK, faisons des langages sans déclaration. C'est pas je vais pas me battre pour la déclaration. Cela dit, moi, quand j'enseigne la déclaration. Donc c'est vraiment en fonction du niveau des élèves eux-mêmes, du moment dans l'année dans lequel on est. Oui. Mais le type, ça passe pas. Et on a du mal à séparer la partie déclarative de la partie exécution. Donc en fait, ça amène des... Pour eux, c'est vraiment une notion très très difficile à... Et on est en BTS, moi je fais l'impact. Mais est-ce que ce ne serait pas parce qu'en maths, ce problème a toujours été soigneusement éludé? Quand on parle d'une variable, elle vient de n'importe où, puis il y en a qu'on appelle des paramètres, d'autres des variables. A toujours été extrêmement flou en maths. Il faut dire que c'est difficile à faire juste. Donc là, on se met à être rigoureux sur quelque chose qu'on a vu, parce qu'on les appelle quand même X et Y, les variables, on les appelle pas Toto et Tutu. Donc, ouais. Il y a beaucoup de choses à penser en même temps au moment où on ils sont sur l'algorithme. Si en plus ils doivent être sur la taille de la variable, sur le type, ils ont beaucoup de mal à... C'est peut-être pas malin de commencer avec On va entendre une troisième opinion. L'intérêt de la déclaration, c'est simplement au niveau de l'exécution pour voir s'il y a des cohérences entre plusieurs variables. C'est-à-dire si par exemple on affecte une valeur booléenne dans une variable réelle, ça peut prendre, ou quel est l'intérêt de la déclaration? Alors, dans les langages qu'on a énumérés ce matin, la moitié sont avec et d'autres sans. Et bien sûr, ça va être un mensonge que certains s'en fassent plus ou moins. T'as le scope aussi. oui, donc il y a deux importances. La déclaration dit 2 choses. Elle dit d'abord le type de la variable, et j'aurais presque tendance à dire que ça c'est l'élément secondaire. L'élément principal, c'est elle dit quelle est la section, le segment du programme dans lequel on peut utiliser cette variable. Exactement comme il y a un moment où on ferme la parenthèse, il y a un moment où on ferme la déclaration, on est hors de la portée de la variable, et la variable peut plus être utilisée, c'est-à-dire la déclaration, c'est pas juste ce que je vous ai dit tout à l'heure, on prend la boîte, on la met sur la table, si on prend la boîte, on la met sur la table pour un certain temps, et quand ce temps est exécuté, pop, elle redisparaît.
Et donc, c'est d'ailleurs un des points sur lesquels, même à l'X, j'ai du mal à vraiment faire passer l'idée que la vie de la variable est limitée, non pas dans le temps, mais dans l'espace, dans la structure du programme. Bon, donc, c'est une notion qui est importante, en particulier le compilateur va utiliser le fait que les variables ont un scope limité, une portée limitée pour faire certaines optimisations. Au moment où le compilateur a compris qu'il n'y a plus besoin de la variable pop, il réutilise la même zone de la mémoire pour faire autre chose. Donc, c'est une notion qui est importante, c'est une notion qui est complexe aussi. Et donc, comme toutes les notions complexes, c'est super à enseigner, mais c'est aussi parfois raisonnable de faire l'impasse. Peut-être le moment où il faut l'enchaîner, c'est le moment où on parle de la récursion, parce que là, on ne peut pas y échapper. Tant qu'on n'a pas des appels récursifs, on s'en fout, mais dès qu'on commence à avoir des appels récursifs, là, pour le coup, c'est toute l'histoire. C'est toujours par rapport à la déclaration. Votre réponse, en fait, c'est quand on fait un programme avec des sous-programmes, quoi. C'est-à-dire, non même pas, on peut... On n'a pas de déclaration. On peut juste écrire... ici, je mets une déclaration. Ici, je peux utiliser la variable. Je termine la déclaration qui a été ouverte par cette accolade. Et là, maintenant, je peux mettre y égale 7. Parce que ici, j'avais déclaré y. En revanche, ici, j'ai plus le droit d'utiliser x. Parce que la vie de x, c'est cette partie du programme. D'accord. Est-ce que moi, je sais pas, je fais du Pascal il y a bien longtemps. Oui. Et il fallait faire les déclarations au départ. Apparemment, vous suggérez qu'on peut faire une déclaration en cours de route. Oui, en C, en Java, on peut le faire comme ça. En Pascal, on peut pas. Mais c'est vrai que non, mais je me reprends. En Pascal, la portée d'une variable est limitée à une fonction ou une procédure. Mais en C ou en Java, n'importe quel bloc, on peut faire une déclaration et faire une séquence avec ça, et du coup, la portée peut être plus limitée. Bon, est-ce que c'est important de comprendre tout ça en secondes? Je crois que non. Est-ce que c'est important de comprendre que la variable, elle sort pas elle apparaît pas sur la table par miracle et qu'à un moment, il faut bien la créer? Ça, peut-être davantage. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas des langages tellement laxistes que, sans s'en rendre compte, un élève va déclarer un tableau, il va affecter un tableau parce qu'il n'y a pas de différence dans... Non, Dieu merci, enfin pas dans ce que je propose. Votre remarque. Excusez-moi, il me semblait que les déclarations, les élèves étaient familiers avec cela finalement dans les énoncés de mathématiques ou dans les définitions. Souvent, ça commence par soit oui. soit D une croix, soit X un nombre. Ouais. C'est à chaque fois une déclaration, donc ce n'est pas une notion si étrangère que cela. Non, mais il y a deux choses. Vous avez bien entendu. D'abord, c'était ça l'idée, vous allez parler d'abord d'objets numériques. Donc à un moment donné, ils vont comprendre qu'il y a des images qui ne sont pas pareilles que d'autres choses. Ça, c'est clair. Mais ensuite, les collègues sont en train de discuter d'une chose que je trouve assez trapue pour la seconde, qui est la durée. Donc, il y a des astuces, par exemple, essayer de ne pas faire trop de blocs. Essayer de nommer différemment les variables dans des blocs différents, même si c'est pas grave. Donc, c'est vrai que dans les usages, il y a des choses qui peuvent faire en sorte de ne pas surcomplexifier. Essayons de mentir par omission au niveau de l'écrit Gilles. Par contre, c'est intéressant pour nous de comprendre comment ça marche. Même en maths, on dit soit le polynôme est sur le plus 1. Personne n'a jamais parlé de x, il est impossible. Donc les deux existent. C'est compliqué. Dès lors qu'on va, on a vu des exemples aujourd'hui où on va utiliser effectivement des matrices, c'est-à-dire des tableaux. Il va bien falloir, dans un certain nombre des langages, il va bien falloir les déclarer. Oui, bien sûr. Donc là, on ne passera pas avec une déclaration. On vous offrira la structure à ce moment-là. Une dernière remarque, il y a la notion de valeur initiale. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas tester une valeur dans une boucle la première fois si on ne sait pas du tout ce qu'elle est? Et du coup, en informatique, x égale 4 et 1 x égale 4. Moi, je suis la conception de toutes vos remarques, c'est qu'apparemment tout ça est très clair. Par ailleurs, je me suis permis de laisser la discussion durer une demi-heure de plus que le planning. Je pense que ce n'est pas raisonnable d'aller au-delà, puisque vous avez encore du travail à faire en fait. Et donc,
À moins qu'il y ait vraiment un truc hyper vachement important à dire encore, je vous propose de conclure. Ah, il y a un truc. Ah, pardon. Dans les langages où l'affectation est signée par le symbole égal, Oui. une instruction type x égale x plus 1, ça pose sûrement des problèmes. Quel est le moyen d'expliquer ça? Le x égale x plus 1, j'ai souvent vu des profs terrorisés sur la manière de l'expliquer à des élèves qui ne voyaient pas le problème. Non, je suis d'accord. C'est qu'on prend x, on ajoute 1, on le refout dans x. Personne n'a dit que c'était une équation, personne n'a dit que c'était une équation qui devait avoir une solution. Même avec le symbole de point égal, j'ai vu des problèmes. Non, je dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais j'ai l'impression qu'on a tendance à magnifier ces problèmes qui peuvent exister, mais je veux dire, une fois qu'on a expliqué la notion d'état et la notion de transformation, la notion d'affectation, normalement on a les outils pour expliquer pourquoi c'est permis. L'anecdote de l'élève qui a quelques difficultés en mathématiques et qui vient de faire son cours de maths avec quelques difficultés de compréhension et à qui derrière on fait le cours de une programmation où je mets ça sur le... Ça c'est pour qu'on vous réponde, faites de l'informatique d'abord. Mais oui. Est-ce que ça vous paraît très monstrueux de conclure là-dessus? Parce que j'entends vos remarques, mais elles sont effectivement d'approfondissement. Après tout, Gilles peut rester quelques minutes dans le couloir si vous avez d'autres questions, de façon à ce que je vous retarde pas tout, parce que nous on a fini notre journée, mais pas vous, de façon à ce que je vous retarde pas tout ce que je vais venir. D'ailleurs, ok. Super, merci, rendez-vous le 16. Vous aurez d'autres interlocuteurs avec qui on est en lien pour le deuxième volet de classe. Vous aurez de nouveaux orateurs, donc par exemple le professeur d'informatique